Aujourd'hui, je vais essayer de me rendre dans une communauté zapatiste. Il y a un garde en cagoule. Je suis allé le voir, j'ai dit bonjour, je suis étudiant, il m'a même pas laissé finir ma phrase. Bonjour, bienvenue au Mexique. On est dans l'état du Chiapas. Dans cette vidéo, on va parler des zapatistes et de la mise en place de certains territoires autogérés ici au Chiapas. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, alors c'est l'occasion de découvrir leur mouvement et ce qu'ils ont réussi à faire. Donc pour commencer, on va voir qui sont les zapatistes. C'est parti. Le Chiapas est un état au sud du Mexique qui est peuplé par de nombreuses communautés indigènes. On y trouve des montagnes, mais aussi une grande forêt tropicale. C'est l'état avec la situation la plus précaire du Mexique. 77% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, 25% souffrent de malnutrition et 15% est analphabète. Au Chiapas, une grande part de la population parle une langue amérindienne. Il y a beaucoup de descendants de Mayas qui parlent d'autres langues comme le tzotzil ou le tchol. Il y a même des gens qui parlent pas du tout espagnol. Il y a donc ici de nombreux paysans et personnes vivant dans une situation très précaire. Le problème, c'est qu'ils estiment être laissés de côté par l'État mexicain et ont du mal à s'intégrer. Donc, la population du Chiapas, et surtout les indigènes, ils ont commencé une révolte. Dans les années 80 environ, un groupe armé ayant pour but de défendre les droits des paysans et des indigènes s'est créé dans la Selva Lacandona. Ce groupe s'est nommé Armée Zapatiste de Libération Nationale, ou ZLN, en référence au révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata. Petit à petit, le ZLN a pris de l'ampleur et est sorti de la jungle. Mais c'est le 1er janvier 1994 qu'a eu lieu le soulèvement le plus important et qui a suscité un intérêt international. C'est la prise de San Cristóbal de las Casas et de 4 autres villes par les forces rebelles. Ils ont choisi cette date-là parce que c'était l'entrée en vigueur de l'ALENA, le traité de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Pendant la nuit du 1er janvier, donc, l'armée zapatiste a occupé le palais municipal de San Cristóbal et a fait la première déclaration de la Selva Lacandona. Dans cette déclaration de guerre au gouvernement fédéral et à l'armée mexicaine, les zapatistes, qui pourtant ne souhaitent pas de violence, se disent prêts à se battre jusqu'à l'obtention de leurs revendications et appellent tous les Mexicains à les rejoindre. Ils souhaitent l'autogestion des communautés indigènes et la reconnaissance de leur identité et de leur culture. Ils luttent aussi pour une vraie démocratie, pour le droit à l'éducation, à la santé, au travail, mais surtout à la terre. L'État mexicain envoie aussitôt son armée et les combats qui s'ensuivent font plusieurs centaines de morts, dont la plupart chez les zapatistes. Après 12 jours de combat, sous la pression de l'opinion publique, notamment internationale, le président Carlos Salinas de Gortari ordonne un cessez-le-feu. La suite de l'histoire, elle est assez complexe. Mais, comme l'a dit l'historien français François Cusset, l'histoire du zapatisme au Chiapas tient en 3 mots, qui résument les modalités de son rapport avec l'État. Contre, pendant 12 jours de guerre, avec, 9 ans de tentatives d'accord, et sans, depuis 2003. Contre, on vient de le voir, c'est les 12 jours de guerre sanglants. Avec, parce que pendant plusieurs années, les zapatistes, ils ont négocié avec l'État pour obtenir une réforme de la Constitution et ils ont signé les accords de San Andrés en 1996. Mais finalement, l'État ne les a pas appliqués et les zapatistes se sont sentis trahis. Et sans, parce que les zapatistes, ils ont décidé d'atteindre l'autonomie sans l'aide de l'État. En 2003, ils ont annoncé la création de 5 conseils de bon gouvernement, appelés aussi caracoles, pour gouverner 38 communes autonomes qui regroupent environ 1400 villages ou communautés. En bref, ils ont mis en place dans ces régions leur propre système de démocratie politique, d'éducation, de soins, etc. Chez eux, le peuple décide et le gouvernement obéit. Les zapatistes y réduisent au maximum l'écart entre les gouvernants et les gouvernés en organisant des assemblées où tout le monde est amené à participer, même parfois les enfants. Les personnes qui assurent des fonctions publiques, ils n'ont pas de rémunération et ils n'ont
aucun avantage matériel ni quoi que ce soit. Dans ces régions relativement reculées, l'État ne s'occupe plus de rien, il ne finance plus rien, c'est eux qui gèrent tout. Par contre, ils ne recherchent pas l'indépendance, ils veulent juste l'autonomie, c'est-à-dire la libre détermination des peuples indigènes. Ils ont toujours montré leur appartenance au Mexique en exhibant le drapeau mexicain. C'est pour ça qu'ils estiment que le mouvement qui est né de cette révolte, le zapatisme, il ne doit pas être récupéré tel quel à l'international, mais plutôt que les autres populations devraient s'en inspirer et l'adapter à leur propre pays. Toujours est-il que le monde entier a pris connaissance des zapatistes et de l'armée zapatiste de libération nationale. Une chose qui leur a permis de grandir, c'est de ne plus utiliser leurs armes. Ils sont pacifistes, ils disent qu'ils ont des armes mais qu'ils ne comptent pas les utiliser. Donc voilà, en résumé, l'histoire des zapatistes au Chiapas. Maintenant, on peut se demander ce qu'il en est de cette révolte aujourd'hui et de quelle manière certaines régions ou communautés sont autonomes. C'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo et pour ça, on va essayer de rencontrer directement des zapatistes et d'aller visiter une communauté pour voir ce qu'il en est. Avant ça, il faut savoir 2-3 choses. La première, c'est que quand je dis zapatiste, je ne fais pas forcément référence aux membres de l'armée zapatiste de libération nationale, mais plutôt aux personnes vivant dans les communautés ou interagissant plus ou moins avec elles. Pour être plus clair, on dit que l'armée zapatiste de libération nationale compterait environ 5000 membres. Mais beaucoup d'autres personnes, comme des paysans indigènes qui vivent dans ces espaces autogérés, se sentent concernés par les revendications des zapatistes. C'est pour ça qu'il y a eu le 21 décembre 2012, entre 30 000 et 40 000 personnes qui ont défilé, cagoulées, dans les rues au Chiapas. Une autre chose à savoir, c'est que les Indiens communiquent pas beaucoup avec les étrangers et qu'ils aiment pas beaucoup les photos. Donc ça complique un peu les choses parce qu'on n'ose pas tout le temps sortir la caméra. Il vaut mieux tout le temps demander avant de prendre une photo, surtout sur les marchés d'artisanat, etc. Mais je vais faire de mon mieux et essayer de ramener le maximum d'images. Donc aujourd'hui, on va essayer de se rendre dans une communauté zapatiste. Plus précisément, c'est le caracol d'Oventic qui se trouve à environ 1 heure de route de San Cristobal dans les montagnes. Il s'agit maintenant de trouver un moyen de transport. C'est parti. Disculpe, señor. Estoy buscando un colectivo para Oventic. De la esquina a la izquierda, Sí. derecho, derecho, pasando lo que es Milano y pasando un Aquí está el pollito fresco, recién matado. ¿Qué le vamos a dar? Mire, a 39 el kilo de pierna y muslo, solo por hoy. Llévelo, mire, lleve su pollo. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, visiter des communautés zapatistes, c'est pas si facile. C'est pas des lieux touristiques, mais plutôt des communautés autogérées en lutte qui ont rompu avec l'État. Leur situation, elle reste précaire, donc eux, ils se doivent d'être méfiants. Et c'est pour ça que l'espace communautaire du village, il est gardé en permanence. Quand des touristes veulent rentrer, ils leur posent quelques questions ou des fois ils leur demandent de remplir un petit formulaire, puis ils les accompagnent pendant toute la visite. Donc même si beaucoup d'autres personnes l'ont fait avant moi, j'étais pas complètement sûr de pouvoir rentrer, mais surtout de pouvoir filmer. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu que je sorte ma caméra. Voilà, donc l'entrée de l'endroit communautaire est juste ici. Et après tout le village il est au bord de la route et ailleurs. Donc là je suis pas très loin de l'entrée, tout à l'heure je me suis fait déposer. Donc il y avait un garde en cagoule, je suis allé le voir, j'ai dit bonjour, je suis étudiant, il m'a même pas laissé finir ma phrase, il m'a dit attends ici devant. Il est parti et il allait chercher 2 femmes qui sont arrivées cagoulées. Ils m'ont demandé mon nom, mon prénom, j'ai montré mon passeport. Ils m'ont demandé pourquoi je voulais venir. Combien de temps je voulais rester, etc. Et si je venais d'une organisation, quoi. Ensuite, elles sont reparties. Et donc moi, j'ai attendu au soleil. Elles m'ont fait poireauter environ 20 minutes. Et ensuite, il y a 2 personnes qui sont arrivées avec toujours pareil un bandana devant la bouche ici et qui ont commencé à me faire visiter. Mais ils parlaient vraiment pas beaucoup. Je pense qu'ils ont des directives. En plus, la personne avec qui j'étais, je pense qu'elle parlait vraiment pas très bien espagnol, elle parlait vraiment tzotzil. Et donc j'ai demandé tout de suite, est-ce que je peux prendre des photos? Je suis étudiant, j'aimerais bien faire un reportage. Et donc ils m'ont dit, viens, on va aller devant la municipalité en fait.
toque et tu verras. Donc j'ai toqué, j'ai attendu, et ensuite il y a une femme qui est sortie, ils ont commencé à parler, mais je comprenais pas parce qu'évidemment ils parlaient pas en espagnol, ils parlaient en tzotzil, et j'ai entendu qu'ils disaient oui l'étudiant machin, c'est le seul truc que j'ai compris, et bon ils ont pas voulu me laisser prendre de photos ni de vidéos, etc. Donc c'est un peu décevant parce que tout le projet de reportage tombe un peu à l'eau. Mais c'est pas grave, moi j'ai quand même pu voir ce qui était à l'intérieur et je vais essayer de voir si je trouve des photos sur internet ou vous montrer un peu comment c'est. Donc dans la zone qui est surveillée, il y a une école primaire et secondaire avec un terrain de basket, une infirmerie, voire même comme un petit hôpital. Donc moi j'ai pu voir une école primaire, j'ai demandé combien d'élèves étudiaient ici, il m'a dit je sais pas, beaucoup. Il voulait pas répondre à beaucoup de questions, il répondait très très brièvement et voire même il répondait complètement à côté de la plaque. Par exemple j'ai demandé à quoi sert ce bâtiment, il me répondait oui. Voilà, il me disait oui, il me parlait de la fresque qu'il y avait dessus alors que moi je voulais savoir à quoi servait le bâtiment. Et voilà, il y a plein d'autres bâtiments avec d'autres fonctions comme la municipalité, etc. Et ça c'est la zone qui est fermée. Et ensuite à l'extérieur, il y a ici une autre petite école, mais il y a plein d'habitations, etc. et des champs et les gens qui vivent. Et ici on peut y accéder vraiment sans problème et j'ai pu filmer quelque chose. Donc là je suis en train de marcher dans un champ, c'est quelqu'un qui m'a dit de monter. La population ici vit principalement de l'agriculture et c'est pour ça que aussi la protection de l'environnement est une des priorités des zapatistes. Et aquí la gente vive de la agricultura. Sí, de agricultura. Casi más sembrar maíz y todo. Maíz. Sí, ¿Y qué más? pues lo maíz, frijol creo, lo más básico. Sí. Pour les Indiens, la terre est sacrée et donc inappropriable. La colonisation a été une immense violation de leur culture et de leur accès à la terre. Et aujourd'hui, la situation se répète. Depuis la mise en place de l'ALENA, certaines terres indigènes ont été redistribuées à des propriétaires privés pour satisfaire les intérêts du marché. Entre 1999 et 2004, les agriculteurs mexicains ont dû se résoudre à vendre leur maïs 2 fois moins cher à cause du maïs importé depuis les États-Unis. Et en l'espace de quelques années, le prix du kilo de tortillas est passé de 1,9 à 5,5 pesos. On comprend mieux maintenant les raisons de la révolte. Le Mexique, c'est un pays très contrasté qui d'une part tend à rejoindre le libéralisme des États-Unis et du Canada et d'une autre reste associé à une Amérique latine moins développée. Au Chiapas, les peuples indigènes essaient tant bien que mal de faire face à la mondialisation et de conserver leur culture. Morena tierra sembrada por la injusticia, el dolor, por la injusticia, el dolor. Morena tierra sembrada por la injusticia, el dolor. Morena tierra sembrada por la injusticia, el dolor, por la injusticia, el dolor. Morena tierra sembrada por la injusticia, el dolor. Mirando el sol acostada del pueblo trabajador, del pueblo trabajador. Debe ser surco mojada del pueblo trabajador. Mirando el sol acostada del pueblo trabajador, del pueblo trabajador. Debe ser surco mojada del pueblo trabajador. Caña dulce, caña brava, caña lelole y lolía, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, al pie de una serranía. Caña dulce, caña brava, caña lelole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. De nos jours, il y a même beaucoup de personnes qui visitent le Chiapas exprès pour les zapatistes. Elles sont attirées par l'image et le message du mouvement, un style de vie digne et libre. Et qui dit tourisme dit pognon. On peut acheter au Chiapas des vêtements, du café, des affiches faits par des zapatistes. Et ça permet de financer en partie les communautés. On se rend compte que même si le mouvement a pris beaucoup d'ampleur à l'époque, aujourd'hui la situation n'a pas énormément changé. Certes, les communautés indiennes elles ont pu s'exprimer, les mouvements sociaux ont pris de l'ampleur, on voit beaucoup de slogans sur les murs, en ville, voire même sur des panneaux en bois, en campagne, des trucs comme ça.
Mais les peuples indiens, ils comptent toujours pas politiquement, ils sont toujours en train de militer pour les mêmes revendications. On a vu aussi qu'il y a quelques régions qui sont autogérées et autonomes. Pourtant, le mouvement il est toujours d'actualité parce que les zapatistes ont fait une annonce très importante il y a quelques jours ici, le 17 août 2019. Ils ont annoncé la création de 7 nouveaux caracoles et de 4 nouvelles communes autonomes. En gros, ils ont rompu l'accord qu'ils avaient avec l'État pour étendre leur zone d'influence. Il faut bien se rendre compte qu'il s'agit d'une construction d'espaces libérés à une échelle exceptionnelle. Ça touche pas juste quelques villages paumés dans la montagne, ça a vraiment une ampleur géographique beaucoup plus grande. Ça a la taille d'une région française. Il s'agit d'une expérience d'une construction alternative sur des bases politiques totalement différentes, qui a été mise en place sans le soutien de l'État mexicain, bien au contraire. En mettant en place leur propre organisation sociale et politique, ils ont obtenu une certaine autonomie. Et cette autonomie, elle leur permet de défendre les droits des populations indigènes, mais aussi et surtout de se détacher en partie du système mondial et son économie qui les détruit à petit feu. Et en ce sens, cette expérience zapatiste s'inscrit très bien dans le contexte des enjeux mondiaux actuels. Par exemple, dans le cadre des problèmes liés au changement climatique, c'est pas juste quelques lois qu'il faut revoir, mais tout un système qu'il faut repenser de manière à ce qu'il corresponde aux besoins réels des gens et non pas aux intérêts de l'économie. Un système où le peuple décide et le gouvernement obéit.